Chers amis, je suis à Leh, capitale du Ladakh, située au nord de l'Inde, derrière la grande chaîne himalayenne. S'il venait à l'esprit de votre mari de vous offrir un perak, c'est-à-dire la coiffe traditionnelle des femmes ladakhi, il lui en coûterait non seulement le voyage jusqu'à Leh, mais encore la modique somme d'environ 1700 francs suisses pour une pièce authentique. Mais il lui faudra encore se méfier des copies. Invité chez Madame Padmer Janskit, j'ai le privilège d'assister au port du Perak, car aujourd'hui sa sainteté le Rinpoché du monastère de Hemis est attendu pour sa prédication. Vêtue de son habit traditionnel de drap de laine, la goncha, elle dépose sur sa tête son couvre-chef décoré de pierres semi-précieuses. À proximité, sa fille prépare des chapatis, car l'on ne se rend jamais à une fête les mains vides. Autrefois en Astrakhan, les grandes oreilles de la coiffe sont de nos jours fréquemment confectionnées en laine. Les femmes les rabattent sur leurs joues pour se protéger du froid. Au Ladakh, les occasions de porter une telle coiffe sont encore nombreuses. Le perak, en forme de cobra, tombe en s'effilant jusqu'au bas du dos. Suivons-la pour profiter de ces instants de solennité. Sous leur goncha, les femmes portent des robes colorées en soie et brocart, richement ornées de bijoux. Elles causeraient sensation dans nos capitales européennes et rendraient nos belles dames jalouses, s'exclamait en 1820 un explorateur anglais. Auparavant, seule la fille aînée qui héritait du perak familial pouvait se marier. Sans coiffe, ses sœurs ne pouvaient qu'envoler en juste noces. Mais à l'heure actuelle, une jeune fille instruite peut décider de se marier sans le couvre-chef traditionnel. Rendez-vous compte que jadis, il n'était pas rare de voir des femmes dormir avec leur coiffe. Intéressée par la confection de la coiffe, je me rends chez Madame Tsering, qui a été initiée par sa belle-mère. La maîtresse de maison me montre fièrement son trésor, sa propre parure, faite de vraies turquoises qu'elle se plaît à revêtir. Mais son travail consistera à réaliser de vrais faux peraks, destinés au marché. Ils sont vrais par la technique, mais faux par les pierres utilisées, industriellement produites en Inde. Le perak est le symbole du statut social de la femme qui le porte. Son âme explique que le nombre de rangs de turquoise signifie traditionnellement le niveau de richesse. 7 lignes pour les riches, 4 à 5 pour les classes moyennes, 1 à 3 pour les pauvres. Observez, c'est de la toile qui provient des sacs de jute, servis pour le transport du riz ou d'autres denrées. La base du perak est constituée de 4 couches de jute encollées avec de la farine d'orge cuite. Elle est ensuite séchée pour devenir très dure, puis coupée en forme dont les 2 faces sont recouvertes d'un coton rouge. And how is it to put on the head? Yeah. How is it? Wearing like these other things. Only this. Like there's a different, like there's a lot of things. 1, 2 things it here, and also sometimes I'll show you from here. Une fois les pierres cousues, une attache en argent est placée de chaque côté pour retenir les grandes oreilles. Okay. And then after then this come these things. Like then they just hold it like these things. Cette coiffe est portée par la femme du chef de famille ou la femme elle-même chef de famille.
Il n'existe qu'un perak par foyer. Il fait partie du patrimoine et se transmet de mère en fille. À chaque mariage, on y ajoute quelques turquoises selon la fortune des familles. Les bijoux qui ornent le dessus symbolisent la protection contre les maléfices des esprits et des dieux. Et les pierres qui possèdent le pouvoir de concentrer l'énergie cosmique et bénéfique en faveur de celles qui les possèdent. La turquoise est sans conteste la pierre préférée de la région, car sa couleur rappelle celle de l'univers céleste et favorise la guérison de certaines maladies. Les bouddhistes, incroyablement superstitieux, estiment que si l'on remue trop la terre pour extraire le métal précieux qu'est l'or, le malheur frapperait non seulement le pays, mais le Dalai Lama lui-même, et les récoltes en pâtiraient aussi. Après le calme de la campagne, je reviens dans la capitale et franchis le seuil de la boutique de 2 jeunes bijoutiers. Il leur a fallu 4 ans d'apprentissage pour être des orfèvres à part entière. L'un est bouddhiste et l'autre musulman. À eux deux, ils réalisent des bijoux œcuméniques. La boîte qu'ils sont en train de confectionner est destinée à renfermer une statue de Bouddha ou un mantra. L'amulette ainsi scellée deviendra magique, sorte de porte-bonheur. Elle renforcera le courage de celui ou celle qui la détiendra. Elle soulagera temporairement son propriétaire des craintes les plus profondes. Admirez la finesse, le travail de précision et les outils peu adaptés avec lesquels il arrive à réaliser des bijoux aussi délicats. L'or provient de Delhi. You are going to Delhi? No, to some traders bring it. Et j'en trouve aussi ici. Swiss gold. Swiss gold. Swiss bank. Swiss bank. Des banques suisses. How long does Le nom du bijou s'appelle Gaou. Il nécessite 15 jours de travail à raison de 8 heures par jour. Il est recouvert d'argent ou d'or. Ceux-là sont faits pour les colliers et aussi pour les perraks. Regardez ce gaou. Il était réalisé il y a 70 ans par cet outillage qui date du XVIe siècle, ainsi qu'avec ce lot de matrices. Nous sommes bijoutiers de père en fils. Compléta-t-il pour terminer notre entrevue. Serait-ce l'heure du thé? Allez savoir. Même si le perak devient progressivement pièce de musée et tombe dans le domaine du folklore himalayen, la légende raconte que son origine provient de l'initiative d'une femme qui, voyant son mari sortir avec un couvre-chef, a estimé qu'il n'y avait pas de raison que sa tête à elle doive endurer le froid. Ainsi, un nombre incalculable de femmes ladakhi ont perfectionné la coiffe durant des siècles et l'ont portée avec détermination, tel un étendard d'élégance,
de dignité et de prospérité pour leur famille et leur culture.